Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de l'empereur. On va rendre la grandeur à ce dernier. C'est parti, générique. Donc, tu as dû voir que la semaine dernière, c'était le bicentenaire de la mort de l'empereur. Et tu as dû voir que dans la plupart des médias gauchistes traditionnels, il y avait des papiers du genre « Pourquoi commémorer un dictateur ? Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est un méchant, un misogyne, un tyran, un dictateur. » Bref, tout un florilège de sobriquets pas forcément très sympathiques. Et Emmanuel Macron a tranché, il a décidé de commémorer sans célébrer, qui a donné un événement plutôt minable, insipide, bref, à l'image en fait de nos politiques depuis des décennies. Mais en fait, il faut comprendre pourquoi Napoléon cristallise autant les haines. C'est pas le fruit du hasard. Napoléon est tout ce qui représente la grandeur de notre pays, la hiérarchie, l'ordre, le respect de l'État. Napoléon, c'est une figure grandiloquente de notre histoire. Et à une époque où il se plaît donc de désacraliser tout ce qui est la grandeur, tout ce qui est, on va dire, patriotique, forcément que Napoléon est un ennemi à abattre. Pourquoi? Parce que le postmodernisme n'aime pas la conception de l'État-nation. Il préfère une conception globalisée et le fait que l'histoire doit être mise de côté, ou du moins réécrite pour encourager vers la globalisation, une mondialisation. And in a certain way, to deconstruct our own history. D'autant plus qu'il faut comprendre que Napoléon est aimé d'une partie donc des patriotes ou des conservateurs, donc forcément la gauche déteste l'empereur. De plus, d'autres personnes qui critiquent l'empereur, mais cette fois-ci qui ont un peu plus d'arguments, estiment que ce dernier a été le fossoyeur de notre pays et qu'il a envoyé au casse-pipe nombreux de ses concitoyens dans des guerres inutiles. Nous, on va essayer dans cette vidéo de rétablir la vérité sur Napoléon en essayant d'être le plus juste et dans la nuance possible. Pour ça, je me suis basé sur des travaux d'historiens que je te mettrai en description, parce que l'historien, quand il n'est pas marxiste du moins, il essaye toujours donc d'analyser un personnage ou des événements historiques au regard des mœurs de l'époque et surtout sans notre logiciel de morale actuel, ce qui est complètement con. Donc on va véritablement analyser à la manière d'un historien l'époque napoléonienne. Donc bien sûr on va essayer de faire ça rapidement et je t'invite à aller regarder d'autres conférences que je te mettrai en description. Bref, tu es prêt? Première partie, l'héritage de Napoléon. Napoléon, il faut savoir que durant son règne, il a fait donc une série de restructurations de l'État français et en fait il a posé les bases de l'État moderne français, mais aussi de la plupart des États modernes européens. Alors j'ai ici sous les yeux une petite liste donc de la plupart des petites inventions de Napoléon. Bon, c'est une liste non exhaustive, sachant que je n'ai pas assez en fait de mémoire sur ma caméra, donc je t'en fais une petite. Accroche ta ceinture, c'est parti. Conseil d'État, préfet, police nationale, Banque de France, Archives nationales, pompiers de Paris, Cour des comptes, corps des ingénieurs, ponts et chaussées, Cour de cassation, code civil, pénal, commerce, prud'homme, internat des hôpitaux, université, légion d'honneur, lycée, bac, musée de France, comédie française, brevet pour les inventions, numéro de rue, route, cimetière, j'en passe et des meilleurs. Donc Napoléon, il a fait une restructuration complète des institutions et du droit en France. D'ailleurs, il était bien conscient que le code napoléonien serait l'invention qui passerait la postérité. Ça serait véritablement ce qu'on retiendrait de lui. Et c'est vrai puisque le code napoléonien a inspiré de nombreux codes, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et même en Chine aujourd'hui. Napoléon, il a inspiré donc à la fois l'État français et la plupart des États modernes européens. Et donc c'est plutôt risible de voir la plupart des gauchistes critiquer Napoléon sans lui reconnaître donc le fait qu'il ait façonné donc tout ça. Et chaque jour ils utilisent en fait les inventions de Napoléon, c'est plutôt comique à voir. Alexis Corbière, c'est pour toi, petite dédicace. Partie 2, le retour de l'ordre et de la gloire. Il faut savoir que la décennie qui précède l'arrivée au pouvoir de Napoléon en France, c'est les 9 cercles de l'enfer. On sort de la Révolution, on vient de tuer le roi. On a enchaîné avec une période de terreur où Robespierre, il a fait tourner la guillotine à tire-larigot. Il y a des grands troubles à l'intérieur des frontières de la France. Il y a des coalitions étrangères qui n'aiment pas trop les principes révolutionnaires, qui veulent faire avaler le bulletin de naissance à la France. Bref, c'est la merde. Et en plus de ça, il y a une instabilité politique criante. Et des hommes comme Sieyès sont très alertes à propos de ça. Ils souhaitent un coup d'État, mais cette fois-ci que ce soit un homme qui prenne le pouvoir, l'homme providentiel en quelque sorte. Et cet homme providentiel, ça va être Napoléon qui va véritablement rétablir l'ordre avec un exécutif fort. Et Napoléon, il faut comprendre que c'est un adepte du prince de Machiavel. Machiavel avait écrit Le Prince donc pour Laurent de Médicis dit le Magnifique, mais en soi c'est vraiment Napoléon qui en a retenu toute la substantifique moelle, puisque Napoléon prône la raison d'État. Pour lui, ce qui compte, c'est la raison d'État pour assurer la sécurité des
de ses citoyens et la cohésion de l'État français. Donc pour ça, il va mettre en place des politiques plutôt rudes. Mais Napoléon n'est pas un tyran pour autant, il n'est pas fan des assassinats politiques. Il préfère la mise sous surveillance, des peines de prison ou au pire l'exil. Il faut savoir qu'également Napoléon traitait plutôt bien les prisonniers donc des autres armées pendant les grandes guerres napoléoniennes, sauf en Égypte et en Espagne parce que eux-mêmes avaient fait preuve d'atrocité envers les prisonniers français. Il rendait toujours l'appareil quand on montrait les dents en fait Napoléon. Mais il n'était jamais dans une forme de violence gratuite et tyrannique. D'autant plus que ce qu'il faut noter, au mépris donc de la vision des gauchistes d'aujourd'hui, c'est que le peuple français adorait Napoléon parce qu'il était celui qui avait remis de l'ordre suite à une période d'instabilité criante. Donc ça, les Français pouvaient enfin vivre dans une forme de sécurité du moins relative. Et donc pour ça, il était extrêmement apprécié. Partie 3, Napoléon guerrier. Ce qu'on retient bien sûr de Napoléon avant toute chose, c'est le Napoléon maître de guerre, grand tacticien, probablement le plus grand tacticien militaire de l'histoire de l'humanité. Bref, un Napoléon tribaliste et guerrier. Est-ce que Napoléon aimait la guerre? Faut être franc, probablement que oui. Il était grisé par l'idée de conquête, de victoire, et je pense sincèrement, au vu des écrits donc de la plupart des historiens, qu'il aimait l'art de la guerre. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, la guerre, c'était un rapport de force important des relations internationales. Aujourd'hui, on analyse ça par du fait qu'on vit en paix depuis plus de 70 ans, mais à cette époque-là, la paix était inexistante. La guerre était omniprésente, c'était le rapport de force de prédilection. Donc la chose militaire n'était pas mal vue et la plupart des jeunes hommes à l'époque s'enrôlaient dans l'armée pour faire carrière, parce que c'était soit tu devenais plus ou moins paysan, soit tu allais à l'armée. Et donc Napoléon était donc un chef militaire, c'était un chef de guerre. Mais il est possible de noter 3 périodes dans les guerres napoléoniennes. Celles qui se sont enclenchées avant 1800 et qui sont en fait les conséquences de la Révolution française et de la coalition contre nous. Ça avait commencé. Mais également des guerres notamment en Italie ou bien l'expédition en Égypte qui ont été décidées par la République française et par le Directoire. Donc là, Napoléon était à ce moment-là général et il n'a suivi que les ordres. Ensuite, les guerres entre 1800 et 1807, qui est due donc à l'héritage de la Révolution française et des coalitions contre nous. Mais il est vrai que pour les historiens, à partir de 1807, il y a un basculement, puisque Napoléon va commencer à faire des guerres de conquête. La guerre d'Espagne qui sera une guerre coûteuse et extrêmement difficile où il va véritablement se casser les dents puisque les Espagnols ne veulent pas, on va dire, d'une domination française et ils vont pour la première fois utiliser la guérilla, ce que Napoléon ne connaît pas à ce moment-là, c'est vraiment une évolution dans l'histoire militaire. Et bien sûr, donc la campagne de Russie où Napoléon va avoir les yeux plus gros que le ventre et ça va donner ce que tu sais, la Bérézina et la fin de la Grande Armée. Il faut comprendre que Napoléon, il s'inscrit dans un héritage historique qui a commencé avec François Ier, qui a continué ensuite avec Louis XIV, qui est cette idée que la France doit devenir l'État moteur donc de l'Europe et par conséquent doit être l'État hégémonique par un rapport de puissance. Il faut comprendre que Napoléon n'aime pas envoyer ses hommes au casse-pipe. Il a eu des moments de grande mélancolie quand la plupart de ses hommes sont morts. Il a essayé toujours d'améliorer les conditions de vie de ses soldats, notamment la médecine militaire, pour s'assurer qu'un maximum d'entre eux survivent donc à des blessures de guerre, notamment en développant la chirurgie militaire, et la chirurgie même en général. Et d'ailleurs, Napoléon a eu une force qui est énorme, c'est d'avoir réussi à rassembler plus de 20 nationalités au sein de la Grande Armée, ce qui est un défi logistique majeur. Et c'est le vieux rêve de l'Europe avec la communauté de défense européenne que souhaite Emmanuel Macron, mais qui ne verra probablement jamais le jour, parce qu'il n'a pas le génie de Napoléon. Partie 4, le ad hitlerium et l'esclavage. Alors souvent, tu as dû entendre de la part de personnes que Napoléon, c'était un petit peu comme le petit moustachu énervé. Et en fait, il n'y a rien de plus faux, c'est une comparaison plutôt idiote et qui manque en fait d'honnêteté intellectuelle. Pourquoi? On pourrait dire que lui et le petit moustachu partagent une idée, celle qu'un État doit, on va dire, être le moteur de l'Europe. Les deux le partagent en effet. Mais mis à part ce point commun, tout diffère. Déjà, l'arrivée au pouvoir, le maintien du pouvoir et le régime politique, l'idéologie du Troisième Reich est racialiste, tandis que l'idéologie de Napoléon est celle des Lumières. Bref, des différences véritablement notables. En réalité, la plupart des gens font l'amalgame parce que ce sont tous les deux des chefs de guerre. Sauf que dans ce cas-là, on pourrait comparer donc Napoléon avec Alexandre le Grand, César, enfin, après toutes les comparaisons sont possibles. Mais bizarrement, c'est toujours le ad hitlerium. Pourquoi? Dans une volonté bien entendu de désacraliser la figure de Napoléon. De plus, il faut noter que Napoléon a malgré tout laissé un héritage positif. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, notamment avec la construction
du droit européen et des infrastructures et des institutions. Le Troisième Reich, je peux pas en dire autant puisqu'il a laissé un profond traumatisme moral dans la période post-1945, que l'on paye encore aujourd'hui. Donc tu vois que c'est complètement différent et c'est une comparaison qui est idiote. D'autant plus pour l'historien Maurice Duverger, qui est un spécialiste des dictatures. Pour lui, il y a 3 caractéristiques de la dictature. L'arrivée au pouvoir donc par les armes et également le maintien du pouvoir par les armes. Le fait qu'il y ait donc le pouvoir qui soit la même mise dans les mains d'un seul individu avec aucune opposition à côté. Et troisièmement, le fait qu'il soit illégitime pour le peuple en place. Et en fait, pour lui, Napoléon ne rentre dans aucune de ces caractéristiques. Maintenant, Napoléon est la question de l'esclavage. Alors, l'esclavage a été aboli en 1794 et Napoléon, au départ, donc quand il arrive au pouvoir, il se rend à Saint-Domingue où il fait un discours en 1799 pour dire qu'il n'est pas question de revenir sur cet acquis et que les Noirs sont désormais libres et doivent être les égaux des Blancs. Mais en fait, il y a eu des périodes d'insurrection très importantes à Saint-Domingue et par sanction, Napoléon décide de rétablir l'esclavagisme. Il faut savoir que l'abolition n'a pas été prise en compte déjà dans un premier temps par les planteurs qui en fait ne l'ont tout simplement pas appliqué. Donc en fait, pendant la période où il y avait l'abolition de l'esclavagisme, en réalité, c'était faux puisque la plupart des esclaves demeuraient encore esclaves en fait. Ils n'étaient pas en fait libres. Après, bien sûr, on peut le reprocher à Napoléon, mais Napoléon lui-même reconnaîtra cette erreur beaucoup plus tard et il estimera qu'il n'aurait pas dû. Mais on ne peut pas reprocher à Napoléon seulement ça, on ne peut pas jeter en pâture toute sa construction, tout ça parce qu'il a rétabli en fait l'esclavagisme. C'est comme dire si De Gaulle en fait avait abandonné les harkis, qu'on ne retenait que ça de lui, quoi, en fait. Donc il faut aller plus loin, il faut comprendre aussi les motivations de l'époque et pourquoi il a fait ça. Il l'a fait par volonté de sanction et non pas pour une question raciale ou idéologique à proprement parler. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et ça je le dis à la plupart des racialistes, c'est que l'Europe a certes pratiqué l'esclavagisme, mais ils ont créé aussi l'abolition. Et étonnamment, dans d'autres civilisations, il me semble que l'abolition, ça reste une idée un petit peu obscure. Peut-être il faudrait creuser vers là, au lieu de parler de Napoléon à tout bout de champ. C'est une piste de réflexion. 5e partie, une personnalité complexe. Napoléon est une personnalité qui est très difficile à analyser, puisque c'était un petit peu un ovni, même pour son époque. Napoléon était un bourreau de travail, il passait son temps à travailler et à lire, c'était un tacticien, il réfléchissait tout le temps, il voulait tout le temps qu'il y ait des bibliothèques dans ses différents lieux de passage, il emportait beaucoup de livres, c'était un érudit. Et Napoléon avait compris qu'il avait rendez-vous avec l'histoire, qu'il avait un rôle qui était plus important que celui d'être un simple général. Et par conséquent, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour lui, la raison d'État primait surtout. Il faut comprendre que, par exemple, Napoléon avait un profond amour pour Joséphine, mais il a dû divorcer parce que cette dernière ne pouvait pas lui apporter une descendance. Et ça, Napoléon ne pouvait pas l'accepter. Et pourtant, Joséphine a été celle qui a toujours été, on va dire, son amour de toujours. Napoléon, il faut comprendre également que c'est une personnalité qui n'accepte pas la défaite. C'est un insoumis. C'est pas comme les insoumis de la France insoumise. Non, lui, c'est un véritable insoumis. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 1814, la veille de sa première abdication, il décide de faire une tentative de suicide avec le poison dit de Condorcet, qui s'avérera infructueuse malgré des douleurs terribles. Toute la nuit, il va agoniser, mais le lendemain, il sera encore en vie. Donc c'est un homme qui n'accepte pas la défaite et c'est une partie de la personnalité de Napoléon qu'on lui connaît peu en fait. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Napoléon est incontestablement le véritable ambassadeur de l'histoire de France. Même si certains peuvent balayer son héritage d'un revers de main, même s'il est vu comme une personnalité critiquée parce qu'il ne correspond pas au carcan moraux de l'époque, on s'en fout. Toujours est-il que la plupart donc de nos grands chefs d'État ne rentreront jamais comme lui dans l'histoire. Ils resteront des pleutres. Et malgré tout, malgré les critiques, Napoléon, il va transcender les âges. Il va devenir, il restera et demeurera la grande personnalité de l'histoire de France au mépris de ce que pensent les gauchistes et quelques idiots. Et c'est à nous, en fait, conservateurs et patriotes, de perpétuer son histoire, de la faire découvrir pour que les siècles d'après connaissent Napoléon. Puisqu'il faut savoir que Napoléon est aujourd'hui encensé partout, sauf en France. Et ça, c'est dommage, on est là pour réveiller la gloire de l'empereur. Je finirai la vidéo sur cette citation de l'historien Jules Michelet. Il a fait l'histoire de France et celle de l'humanité. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. J'espère que tu as apprécié la vidéo, Baron. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aimer, commenter, partager. Bref, comme d'habitude, c'était le Doc. Ciao, Baron.